Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous suivent ici au réseau Enfants Retour. Bienvenue à une nouvelle émission en conversation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un de nos grands amis au réseau Enfants Retour, M. Yves Marleau, qui était formellement policier, lieutenant-détective au service de police de la Ville de Montréal. Yves, bienvenue. Bonjour et merci de m'accueillir. Écoute, merci infiniment de te joindre à cette conversation. Euh, c'est un nouveau outil qu'on utilise en Enfant Retour et le but, c'est vraiment de pouvoir parler de ce qu'on n'entend pas souvent dans les médias, les dossiers d'enlèvement parental. Et avant d'embarquer dans le sujet, Yves, si tu me permets, j'aimerais te demander, toi, tu as été policier au service de la police de la Ville de Montréal pendant 27 ans, je crois. En réalité, c'est 25 ans. J'ai pris ma retraite, une pré-retraite après 25 ans de service, mais j'avais travaillé avant d'entrer à la police de Montréal. À l'époque, c'était la police de la communauté urbaine de Montréal. J'ai travaillé comme policier aussi à la ville de Deux-Montagnes, qui est dans les Basses-Laurentides, tout près de Saint-Eustache, OK. et aussi à la police de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Maintenant, ces deux corps de police-là sont fusionnés en une seule police et couvrent un territoire plus grand. Là. Ça couvre aussi Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac. Ça va presque jusqu'à Oka. Ah, Alors, OK. c'est plus une police régionale maintenant qu'un corps de police municipal unique. Là. OK. OK. Yves, dis-moi, quand tu étais justement au sein du SPVM, Police de Montréal, tu as porté plusieurs chapeaux, tu as été impliqué dans plusieurs gros dossiers, notamment l'alerte Amber. Euh, Effectivement, oui. peux-tu juste nous donner un peu d'informations? Quel était ton rôle à ce moment-là dans l'équipe de l'alerte Amber? Écoute, l'alerte Amber, elle existait quand le sujet est venu à la police de Montréal pour la première fois. Une technologie ou un outil qui existait déjà aux États-Unis. Alors, et comme les enlèvements d'enfants relevaient à l'époque de la section des crimes majeurs, qui étaient les homicides, alors, moi, à l'époque, j'étais superviseur des enquêtes à la section agression sexuelle, mais j'étais coordonnateur du programme des enfants disparus pour la police de Montréal. Alors, quand on a commencé à parler d'alerte Amber, mais j'ai travaillé sur la mise en place de ce système-là pour le service police de la Ville de Montréal, même si je n'étais pas au crime majeur. On parlait plus d'un outil de travail que vraiment d'un volet enquête, là, comme tel. Alors, j'étais en contact avec le commandant des crimes majeurs qui, à l'époque, était Richard Dupuis. Et puis, à ce moment-là, j'avais des rencontres, j'avais des discussions régulières avec Richard sur le suivi du dossier puis comment ça évoluait. Je sais qu'on est allé pour un peu se documenter puis un peu voir comment on allait procéder. On était allé avec Linda et puis avec le coordonnateur de la Sûreté du Québec. Je ne me rappelle pas de son autre famille, mais je sais que c'était Sylvain. C'était un peu après Jean-Pierre Bernard. OK, OK. Et puis, on était allé à Washington rencontrer les autorités américaines, voir comment ils fonctionnaient, eux. Et puis, en revenant à Montréal, il y a eu des discussions qui ont été faites, à lesquelles je n'ai pas participé par contre, là, mais qui ont été faites entre les différents corps de police, donc Montréal et la Sûreté du Québec. OK. Et le mécanisme était que pour l'île de Montréal, pour la communauté urbaine de Montréal, c'était le service de police de Montréal qui était pour activer l'alerte en vert. Et comme il s'agissait d'enlèvements d'enfants à ce moment-là où la vie ou la sécurité peuvent être en danger, pour le restant de la province, c'était la Sûreté du Québec qui s'assurait de gérer l'alerte en vert. OK. Alors, on est parti comme ça. Et puis, il y a eu des rencontres mises en place. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avec les médias à cette époque-là pour les inclure dans notre processus de mise en place de l'alerte parce que c'était essentiel, dans le fond, qu'ils participent et qu'ils embarquent là-dedans. Et une fois, je sais qu'aussi en cours de processus, on était allé avec Linda, on est allé aussi à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, parce qu'eux aussi,
contemplait ou essayait d'implanter ce type d'alerte Amber-là, mais pour les 4 provinces maritimes. Alors, c'était avec la GRC. Alors, il y a eu des discussions. Je ne sais pas comment ça aboutit parce que moi, à un moment donné, j'ai comme décroché. Une fois que l'alerte au Québec a été implantée, ben, ce qui concernait les autres provinces, c'était plus vraiment mon rôle de participer. Alors, grosso modo, c'est ça. Les premières étapes d'alerte Amber québécoise, j'étais là. Et puis, ben, comme je disais tantôt, tout ce qui est volet opérationnel de l'alerte Amber, c'était les crimes majeurs et l'équipe de Richard Dupuis qui gérait ça. OK. Merci. Dis-moi, justement, comme coordonnateur du programme Nos enfants disparus, tu as été impliqué dans plusieurs dossiers avec nous au réseau Enfants Retour, notamment les enlèvements parentaux. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu retiens au niveau de tes interventions dans ces types de dossiers-là, comme policier, mais comme coordonnateur aussi du programme? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens au niveau des interventions dans les dossiers d'enlèvement par parent? Ben, moi, ce que je retiens de mon expérience comme coordonnateur, c'est surtout le volet de la collaboration entre les différents partenaires à cette époque-là. Je ne peux pas parler pour aujourd'hui parce que je ne suis pas vraiment au courant de comment ça se passe en 2020, mais je peux te dire qu'à l'époque où moi j'étais là et où on avait Linda Brosseau qui était là pour la GRC, Jean-Pierre Bernard pour la Sûreté du Québec, on avait Howard King pour l'immigration et on avait aussi Serge Lafrance pour les douanes. Oui. Il y avait toi à cette époque-là aussi, et Pina, et France Rémillard était là aussi. Oui. Alors, ce que je retiens de ça, c'est la collaboration entre les différents partenaires et la disponibilité des personnes qui étaient là à ce moment-là. Il y avait toujours moyen de rejoindre quelqu'un. Si on avait des questions, on avait des problèmes. Je sais que Linda Brosseau a fait un travail colossal pendant qu'elle était là. C'était un peu son rôle, je pense, d'attacher les ficelles entre les agences fédérales et les corps policiers au Québec. Alors, elle a fait ça, je dirais, de main de maître. Elle était vraiment dédiée à la tâche. Et puis tellement que même, on en parlait tantôt, offline, comme on dit, on disait que les gens qui étaient là à cette époque-là, malgré le fait que beaucoup d'entre nous ne sont plus dans ce réseau-là, on se revoit régulièrement de façon sociale. On va dire un dîner ou un souper ou un 5 à 7. On essaie de faire ça au moins une fois par année parce qu'on a des gens qui sont à Montréal, d'autres qui sont à Québec. Ouais. Maintenant, on a des personnes qui sont à Bromont, puis un peu partout en province. Là. Ouais. Alors, c'est plus difficile, mais on essaie de créer l'occasion, signe que notre partenariat allait un peu plus loin que juste le partenariat puis la job. Là, absolument. Et je pense que c'était une des clés de notre, en guillemets, notre efficacité à ce moment-là. Oui, non, tout à fait. Je pense que tu as raison. Puis c'est ce qui nous permettait justement de faire le travail qu'on avait besoin de faire parce que tout le monde était disponible et c'était pas du lundi au vendredi 9 à 5 non plus. Là. Ça pouvait arriver n'importe quand. Puis ça, de toute façon, on l'a toujours apprécié d'avoir cette équipe-là. Puis écoute, je ne me gênerai pas de le dire, n'existe pas dans aucune autre province ce qu'on avait comme équipe avec les coordonnateurs des différents programmes. C'était quand même assez spécial. Je veux dire, on est là encore. Il y a encore des joueurs qui sont là aussi, mais au niveau de l'implication, l'intervention, c'est quelque chose qui était vraiment unique au Québec, d'avoir toi en particulier, puis d'avoir les autres joueurs du programme, qui nous a permis justement d'intervenir de façon efficace dans les dossiers. Là. Ouais. Justement, en parlant de dossiers, je sais que beaucoup de temps qui est passé, là, mais puis, comme je disais, tu as touché à beaucoup de dossiers. Y en a-tu, je sais que c'est gros comme question, là, mais est-ce qu'il y en a un pour toi en particulier, un dossier, une intervention que tu retiens
qui t'a soit touché beaucoup ou qui a demandé une intervention extrême quand tu étais impliqué dans les dossiers? Ben, écoute, comme je te disais tantôt, au niveau des enlèvements, c'était surtout la division des crimes majeurs qui gérait les opérations, les interventions. Donc, je n'étais pas impliqué directement dans le volet enquête ou opération. OK. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai participé à beaucoup d'activités impliquant les partenaires et les réseaux. Et je parle pas d'enlèvement comme tel, mais d'enfants disparus. Et je me rappelle avoir rencontré à plusieurs reprises le papa de Julie Surprenant. Et puis, j'ai aussi la maman de Johanna Cyr à l'époque. Oui, oui. Des dossiers qui sont toujours en attente de développement. Et c'était quand même, surtout la maman de Johanna Cyr, on parle des choses qui sont arrivées il y a près de 25 ans. Là, je veux dire, on parle des années 90. Et alors que sa petite fille a disparu, puis c'était encore un bébé. Là. Alors, elle qui s'accrochait tout le temps, qui avait toujours espoir, qui malheureusement pour elle, peut-être qu'elle revoyait sa fille dans beaucoup de visages qu'elle voyait un peu partout. Là. Alors, je comprends la détresse qu'elle pouvait éprouver, dans le fond, face à une situation-là, de ne pas savoir ce qui est arrivé. Ouais. Même chose pour le père de Julie Surprenant, qui s'appelle Michel, je pense. Oui, si je me souviens bien. Michel Surprenant, qui a perdu sa belle grande fille adolescente, alors que la vie s'ouvrait devant elle, puis que depuis ce temps-là, ben, pas de nouvelles. Ça fait presque 99, ça fait 21 ans. Ouais. Alors, je ne sais pas comment il est, ce monsieur-là, aujourd'hui, mais en espérant que les choses vont bien pour lui, parce que je n'ai pas eu de contact avec lui depuis que j'ai pris ma retraite, qui monte quand même à plus de 10 ans. Oui, oui. Mais c'est Michel ça. est toujours impliqué, il est toujours beaucoup impliqué avec nous. Il a participé à certains événements, toujours très actif et comme tu dis, malheureusement, c'est un dossier qui reste toujours non résolu. Oui, effectivement. En tout cas, en espérant qu'un jour, il va trouver comment je dirais ça, la paix d'esprit qu'il mérite. Là. Mais bon, on ne contrôle pas ces situations-là. Hein. Donc, Non, non, absolument. Yves, dis-moi, on parlait justement au niveau du phénomène de l'enlèvement par parent. Là. Pour nous, au réseau Enfants Retour, ça n'a pas changé. Il y a eu des périodes où il y en a eu un peu moins, si on se fie aux statistiques de la GRC au niveau des enlèvements par parent au pays et par province. Par contre, comme tu sais, comme policier aussi, tu l'as vécu, chaque dossier est un dossier d'espèce. Il n'y en a pas un qui est pareil. Est-ce que, parce que c'est sûr que la façon de faire les enquêtes, les outils que vous avez utilisés, comme toute autre chose, il y a une amélioration, que ce soit au niveau du système technologique ou même ce qu'on voit de plus en plus, l'ADN, qui est incroyable à résoudre des dossiers criminels, si on peut dire, non résolus de longue date. Là. Mais comme policier, qu'est-ce que tu aurais comme conseil que tu aimerais donner aux nouveaux policiers qui toucheraient des dossiers d'enlèvement par parent pour la première fois dans leur carrière? Écoute, on vient à la base. Hein? On vient à la base. Je veux dire, on a beau avoir des moyens technologiques extrêmement développés en 2020, là, sauf pour les pandémies où on patauge encore dans nos incertitudes. Là. Ouais. Mais ce que je dirais, on vient à la base. Le travail de policier, là, de prime abord, c'est un travail d'aide et de relations humaines. Hein? En partant, c'est ça. Et moi, ce que je dirais aux policiers, nouveaux policiers qui sont face à un cas d'enlèvement parental, soit par une mère ou par un père, c'est de traiter ce dossier-là, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est là comme si la personne qui a été enlevée, là, c'était comme si c'était votre neveu ou votre nièce, ou votre fille, ou la fille de quelqu'un que vous connaissez.
Alors, qu'est-ce que vous feriez, vous, si c'était quelqu'un de votre famille qui était victime d'un enlèvement? Ben, on a tendance, les gens ont tendance à penser que parce que c'est un père qui a enlevé sa fille n'est pas en danger ou elle n'aura pas de séquelles de ça. Ouais. Ce qui est loin d'être vrai, hein? Qui est loin d'être vrai parce que les enfants sont déracinés puis ils se ramassent dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Puis malgré le fait qu'ils soient avec le père, mais le père n'est pas avec eux autres 24/7. Alors, ils n'ont plus de maman ou ils n'ont plus de papa. Et ben, ça crée des dommages, selon moi, très difficiles à réparer à court terme, parce qu'il y a un traumatisme, dépendamment de l'âge d'enfant. Ouais. Alors, ce que je dirais aux policiers, c'est que de ne pas banaliser ces situations-là, d'agir le plus vite possible, puis s'ils ne savent pas quoi faire, bien, de demander conseil. Ils ont des officiers, ils ont des enquêteurs un peu plus avec un peu plus d'expérience, et au pire, de prendre contact avec le réseau en fin de retour, avec vous, qui avez de l'expérience dans ça, qui est expérimenté dans ce type d'intervention-là. Puis à ce moment-là, ben, lorsque vous le savez, ben, l'équipe au complet peut se mettre en branle, hein, la part de la GRC et des autres agences fédérales. Absolument. Alors, s'ils n'ont pas de contact, qui ne savent pas quoi faire, ben, qui s'informent, hein, puis qui traitent le dossier comme si c'était quelqu'un de leur famille. Oui. Ouais. Je pense que c'est ça la base. Et puis, je dirais même plus, parce que des fois, les parents qui sont victimes de ce genre d'incident-là, lorsqu'ils font face à l'appareil judiciaire et au corps de police, surtout dans les grandes villes, c'est gros pour eux autres. C'est gros parce que c'est des gens, bien souvent, qui n'ont jamais fait affaire avec la police de leur vie. Et tout d'un coup, ils font affaire avec la police, pas parce qu'ils sont fait voler un cap de roue sur leur auto, là, parce qu'on leur a enlevé leur enfant. Probablement la chose la plus précieuse qu'ils ont eue, qu'ils n'ont jamais eue. Alors, il faut, je pense que les policiers qui font la première intervention peuvent aussi s'impliquer un peu plus et peut-être agir un peu comme agent de liaison un peu entre la famille, en tout cas au moins pour les premières heures, les premières journées, le temps que quelqu'un du réseau embarque dans le système puis puisse les assister. Ouais. Comme je dirais, les premières heures, premiers jours, agissent un peu comme je dirais, la liaison entre les parents et le système de police. Parce qu'on ne parle pas de justice tout de suite, là, ça va venir, mais pour les premiers jours, on parle surtout de l'enquête policière. Ouais. Alors, peut-être que l'enquêteur, lui, a un dossier d'enlèvement parental. Peut-être que lui aussi ne sait pas trop comment agir là-dedans, parce que les enlèvements parentaux, là, il n'y en a pas un par jour à Montréal, là. Mais quand tu en as un, c'est comme si tu étais un enquêteur qui vient de commencer et tu tombes sur un meurtre. Alors, tu n'as aucune expérience, tu ne sais pas quoi faire, tu t'informes, puis les gens autour de toi, bien souvent, n'en ont pas plus vu. Alors, puis je ne sais pas quelle est la formation actuelle qui est donnée à Nicolette aux enquêteurs sur les enlèvements parentaux. Bon, la police, on est bien bon pour traiter des scènes de crime, mais des fois, dans toutes dans ce type d'enquête-là, il y a des démarches très rapides à faire et de façon très, très coordonnée pour s'assurer que l'enfant n'est pas sorti du pays. Ouais. Alors, je pense que c'est là que le réseau avec les agences fédérales est extrêmement important. Grosso modo, c'est ça. Puis l'autre volet aussi, c'est de se renseigner, surtout pour les patrouilleurs, les premiers intervenants, de se renseigner sur c'est quoi le cadre légal d'un enlèvement parental. Est-ce que, je veux dire, c'est pas parce que papa a enlevé l'enfant qu'il n'y a pas un volet criminel. Il y a un volet criminel s'il prive l'enfant de son autre parent. Ouais. Alors, c'est pas, comme bien souvent j'ai entendu dire, c'est pas des causes civiles, appelez votre avocat, là. Il y a des interventions à faire dans l'immédiat. Et puis, ben, il faut agir vite. Il faut agir avec efficience. Puis s'assurer que, tant que l'enfant est au Québec, on a des moyens d'action qui sont beaucoup plus efficaces et rapides. Mais aussitôt que ça sort de la province ou que ça sort du pays, là, on s'enligne pour des longues démarches. Alors, c'est un autre volet. C'est un autre volet qu'il faut gérer de façon très efficace et rapidement. Absolument, absolument. Bien, merci beaucoup, Yves. Je pense que c'est intéressant, puis c'est bien d'entendre tes conseils, puis je pense que c'est aussi valide et aussi important aujourd'hui que qu'est-ce que toi puis l'équipe vous aviez fait dans le passé
les moyens, les outils d'intervention reviennent dans les dossiers d'enlèvement. C'est sûr, la prévention, c'est ce qui est le plus important, mais pour rassurer les parents qui vivent encore aujourd'hui, parce qu'on intervient souvent dans les appels où il y a des menaces d'enlèvement. Et on essaie du mieux possible de mettre en place des outils de prévention. Mais je pense que ce qui est bien et rassurant, c'est que les parents savent qu'on est là, que le réseau Enfants Retour continue de faire le travail qu'il a à faire et qu'il y a des gens comme toi et que les équipes des différents programmes sont toujours là. Et on espère toujours jamais avoir besoin de nous. J'aimerais mieux qu'on n'existe pas non plus, mais la réalité, c'est que il y a des enlèvements d'enfants, ça continue malheureusement, mais qu'on a les outils et les moyens en place pour bien encadrer puis aider ces familles-là dans le besoin aussi. Oui, effectivement, effectivement. C'est un travail d'équipe, je pense, parce que chacune des entités qui est impliquée dans ce genre de dossier-là ne peut pas faire ça elle toute seule. Ça prend du réseautage, il faut savoir où appeler, il faut savoir à qui parler pour être efficient. Comme je te disais tantôt, est-ce que moi j'ai pris ma retraite en 2008, fait que ça fait quand même 12 ans, ça passe vite. Ouais. Est-ce que 12 ans plus tard, le réseau et les contacts sont aussi bons? Peut-être, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais les choses changent très vite. Je veux dire, quand une personne part, souvent, il y a une partie d'expérience ou de connaissance ou de réseautage qui la suit. Qui la suit. Alors, est-ce que la nouvelle personne peut être aussi efficace? En tout cas, je l'espère. C'est sûr qu'avec le temps, le réseau se recrée. Mais ça prend la volonté des deux bords. Hein. Tu ne peux pas créer un réseau si la personne avec qui tu veux réseauter n'est pas disponible. Alors, c'est tout ça. Absolument, absolument. Yves, merci beaucoup. J'apprécie infiniment. Bienvenue. Puis, bonne continuité. Merci. Toi aussi, Ben. Oui, merci beaucoup. Au plaisir de se revoir bientôt. Parfait. Ben, écoute, on se rappelle. Excellent. Bye. Merci, Yves. Bye-bye.